Tu sais ce que c'est. Sourire à quelqu'un qui te fait peur. Pas parce que tu es faible, mais parce que ta vie en dépend. Parce que l'enfant à côté de toi peut-être en dépend. Parce que le moindre faux pas, un regard de trop, une hésitation, un silence mal placé, peut tout faire basculer. C'est une double vie. Pas un film, pas une métaphore, une réalité que certaines personnes vivent chaque jour. Souriante en surface, attentive à chaque détail, calculant chaque mot avant de le dire et en dessous, construisant en silence quelque chose que personne ne doit voir. Il y a une forme de courage dans tout ça, que personne ne reconnaît vraiment. Parce que ça ne ressemble pas au courage qu'on imagine. Pas de cris, pas d'affront, pas d'éclat, juste tenir. Fonctionner normalement dans un quotidien qui ne l'est plus du tout. Survivre à chaque journée en sachant que quelque chose se prépare et en espérant que personne ne le voit. C'est épuisant d'une façon qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Et aujourd'hui, on entre dans cet endroit-là avec Laetitia. De subir à choisir, c'est le nom de ce podcast et je te souhaite la bienvenue. Je suis Clotilde, coach en reconstruction de vie. Petit pas pour soi, c'est né en 2017 et comme moi, ça a bien évolué depuis. J'accompagne des personnes qui traversent ou qui sont sorties de situations qui les ont abîmées. Pas seulement parce que c'est mon métier, mais parce que je l'ai aussi vécu de l'intérieur. Ce podcast, il s'adresse à celles et ceux qui vivent ou qui ont vécu une relation toxique, une emprise ou de la manipulation, de la violence, même si elle est psychologique. Un environnement familial ou professionnel destructeur, bref, ces situations où on ne sait plus très bien ce qui est normal, où on doute de soi et on finit par ne plus se reconnaître. Peu importe la forme, si tu te reconnais, tu es au bon endroit. Ici, on prend le temps, on met des mots, on comprend ce qui se passe vraiment. On se retrouve chaque samedi à 10h pour un nouvel épisode et on commence tout de suite. On suit Laetitia depuis 10 semaines maintenant. Dans l'épisode précédent, quelque chose s'est produit en elle. Pas encore une décision, quelque chose de plus profond. Une certitude qui s'est installée silencieusement. Je ne veux plus de ça. Mais entre ressentir ça et savoir quoi en faire, il y a un monde inconfortable, un espace suspendu. Laetitia continue à voir sa coach et c'est là, dans ce cadre sécurisant, que quelque chose va se décider vraiment. Pas sous le coup de l'émotion, pas dans la panique, mais lucidement, stratégiquement, avec quelqu'un qui comprend ce qui est en jeu. Et pendant ce temps, à la maison, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Imperceptiblement, Marc ne sait pas encore, mais il sent. Et ça, c'est peut-être le moment le plus dangereux de tous. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe quand on commence à voir vraiment. Les yeux ne peuvent plus se fermer. Laetitia le vit chaque jour maintenant. Ces mécanismes qu'elle a commencé à comprendre dans ses séances, elle les voit en temps réel, comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce qu'elle connaissait par cœur dans le noir. Cette façon qu'a Marc de toujours savoir où elle est, sans jamais le demander frontalement. Cette manière de glisser dans une conversation anodine une remarque sur une de ses amies. Elle a l'air un peu fatiguée en ce moment, tu devrais peut-être la voir moins souvent. Elle te tire vers le bas. Elle reconnaît maintenant ce que c'est. Ce n'est pas de l'attention, c'est de l'isolement, déguisé en bienveillance. Cette habitude qu'il a de répéter ses propres opinions dans sa bouche à elle, jusqu'à ce qu'elle ne sache plus si c'est elle qui pense ça ou lui qui le lui a fait penser. Elle commence à entendre dans sa propre voix intérieure des phrases qui ne sont pas les siennes. Et ce dosage qu'elle voit enfin pour ce qu'il est,
des jours où il est distant, presque froid, sans raison apparente. Et puis, juste avant qu'elle ne craque complètement, un geste tendre, une attention inattendue. Et le soulagement qu'elle ressent à ce moment-là, elle le reconnaît maintenant. Ce n'est pas de l'amour qui revient, c'est un piège qui se referme encore. Elle ne voit pas encore toute l'ampleur de cette toile, elle n'a pas encore tous les fils, mais elle commence à sentir qu'il y a beaucoup plus qu'elle ne l'imaginait. Que ça ne s'est pas construit en un jour, que ça fait des années que quelque chose se tisse méthodiquement autour d'elle. Et en même temps, une petite voix toujours là, persistante. Mais tu es paranoïaque, tu vois des choses qui n'existent pas, tu interprètes tout de travers. Mais son corps, lui, ne ment pas. Cette tension dans la poitrine dès qu'elle entend sa clé dans la serrure, ce ventre qui se serre quand il entre dans une pièce, ces nuits où elle n'arrive plus à dormir. Pas d'angoisse, mais juste cette vigilance permanente qui ne s'éteint jamais vraiment. Le corps sait, même quand la tête doute encore. Et puis il y a l'enfant. Et ça l'inquiète depuis un moment maintenant. Pas un événement précis qu'elle pourrait pointer du doigt, une accumulation de petites choses qui, mises ensemble, dessinent quelque chose qu'elle n'ose pas encore nommer complètement. Ce silence, certains soirs, qui dure trop longtemps pour un enfant de cet âge. Et en même temps, cette agitation très forte quand Marc arrive. Ou cette façon de se figer parfois sans raison visible, comme un animal qui sent un danger avant de le voir. Un dessin laissé sur la table que Laetitia a regardé longtemps sans savoir quoi en penser et qu'elle a rangé dans un tiroir sans en parler à personne. Pas encore. Et une phrase, une seule, sortie de nulle part, un jour lors d'une promenade. Une phrase qui n'avait aucun sens dans le contexte, qui aurait pu être anodine, mais qui a fait quelque chose se serrer dans la poitrine de Laetitia, immédiatement, instinctivement. Elle ne sait pas, elle ne peut pas encore mettre de mots précis sur ce qu'elle observe. Mais cet instinct de mère qu'elle avait appris à étouffer pendant si longtemps, il revient lui aussi. Et il lui dit quelque chose qu'elle commence à entendre de plus en plus fort. Et depuis quelque temps, sans même se l'avouer clairement, elle a changé quelque chose dans son quotidien. Elle organise, sans le dire à voix haute, des moments où l'enfant n'est jamais seul avec Marc. Un prétexte ici, je vais l'emmener au parc, j'ai besoin de prendre l'air. Un autre là, je l'emmène avec moi faire les courses, il adore ça. Marc ne remarque pas ou fait semblant de ne pas remarquer cette présence constante qu'elle s'impose désormais entre lui et l'enfant. Mais elle le sait, c'est devenu un réflexe, presque physique, cette nécessité de toujours être là, entre eux deux, sans jamais en expliquer la raison, même à elle-même. Le temps presse, et plus seulement pour elle. La séance ce jour-là est différente. Et avant même que la coach lui pose une question, Laetitia dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit aussi clairement. Je dois partir, nous devons partir. Pas je pense que je devrais, pas peut-être qu'un jour. Je dois, nous devons. La coach ne dit rien tout de suite. Elle laisse cette phrase exister au bout du fil, parce que c'est la première fois que Laetitia le prononce sans trembler. Et puis elle lui demande « Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui ?» Et là, tout sort, dans le désordre, comme un barrage qui cède. Elle a passé des nuits entières à faire défiler les options dans sa tête. Chez qui pourrait-elle aller juste quelques jours, le temps de respirer et de poser un premier pied ailleurs? Sarah, non. Elle l'a déjà repoussée une fois, fermement, en lui disant qu'elle se trompait. Comment frapper à sa porte maintenant, après ça? La honte est trop grande, même en sachant, aujourd'hui, que Sarah avait raison depuis le début. Sa famille, non plus, ils ne savent rien, rien de tout ce qui se passe vraiment derrière les portes fermées. Et pire, beaucoup adorent Marc. Il a toujours été parfait avec eux,
charmant, attentionné, le gendre idéal. Comment leur expliquer? Comment leur faire croire que cet homme qu'ils admirent est celui-là, celui que Laetitia connaît, elle, dans l'intimité de leur quotidien? Elle imagine déjà leur visage incrédule, leurs questions qui sonneraient comme des accusations. « Tu es sûr? Il n'a jamais montré ça avec nous. » Et cette phrase-là, anticipée, suffit à la faire renoncer avant même d'avoir essayé. Elle fait le tour de chaque visage qu'elle connaît, et à chaque nom, un blocage, une raison, un mur. Et puis, il y a l'argent. Elle a fait les calculs plusieurs fois sur un coin de papier qu'elle a brûlé après par peur que Marc le trouve. Ses revenus, seuls avec l'enfant à charge, ça ne suffit pas. Pas pour un loyer, des charges, le quotidien. Pas tout de suite en tout cas. Et cette pensée-là déclenche une panique d'un genre différent. Plus l'angoisse de rester, mais la terreur très concrète de partir vers le vide, vers rien. Elle se voit dans son esprit dans un petit studio à moitié vide, sans meubles, sans argent pour finir le mois. L'enfant qui demande pourquoi tout a changé, pourquoi ils ne sont plus chez eux. Cette image revient, en boucle, certaines nuits, et elle lui donne envie de tout arrêter, de rester et de se dire que ce n'est peut-être pas si grave après tout. Et la garde de l'enfant, comment ça se passerait? Est-ce que Marc se battrait pour avoir la garde? Lui qui sait si bien se montrer sous son meilleur jour devant les autres? Et l'appartement? Qui partirait vraiment? Qui resterait dans ce qu'ils ont construit ensemble? Et les animaux? Elle ne peut pas les abandonner, mais les emmener où? Dans un studio qu'elle n'a même pas encore trouvé? Chaque obstacle qu'elle nomme semble plus grand que le précédent. Une digue qui retient tout, prête à céder à tout moment, mais qui tient encore. Et puis le silence, un long silence au bout du fil avec la coach. Et cette phrase qui revient plus petite que toutes les autres, mais qui change tout. Non mais si, on doit partir. La coach lui dit alors, tu viens de répondre à chacune de tes propres objections. Pas en les résolvant toutes d'un coup, pas en faisant disparaître la peur, l'argent qui manque, la famille qui ne comprendrait pas, mais en disant, malgré tout ça, je pars quand même. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que tous ces obstacles, quelque chose qu'elle ne nomme pas encore complètement à voix haute, mais qui est là, cet instinct de mère qui lui dit que le temps presse vraiment. Alors elle commence à travailler toutes les deux. Pas sur le pourquoi, elle le sait déjà, maintenant avec une certitude qui ne tremble plus. Sur le comment. Et c'est à cet instant que commence quelque chose que Laetitia n'aurait jamais imaginé être capable de faire. Mentir, calculer, stratégiser chaque jour. Et ces trois mots, mentir, calculer, stratégiser, ils ne lui ressemblent pas. Elle qui a toujours été celle qui dit ce qu'elle pense, qui n'a jamais su jouer un rôle, qui rougissait au moindre petit mensonge. Et la voilà, maintenant, en train de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de froid, de précis, qui anticipe chaque détail, comme on prépare une opération. Mais elle n'est pas seule dans cette stratégie. Il y a sa coach. Et ces séances deviennent le seul endroit où elle peut poser le masque entièrement sans aucun filtre. C'est là qu'elles construisent ensemble une vraie feuille de route. Pas dans l'abstrait, concrètement. Cette semaine, un seul objectif, trouver l'adresse de 3 agences immobilières. La semaine prochaine, ouvrir le compte bancaire. Ensuite, commencer à rassembler les documents, un par un, sans précipitation. La coach découpe l'impossible en étapes possibles. Une à la fois, jamais tout en même temps, pour ne pas la submerger. Et quand Laetitia arrive, certains jours à bout, prête à tout abandonner. C'est trop, je n'y arriverai jamais, c'est plus simple de rester. La coach ne la pousse pas.
Elle l'écoute, elle valide cette fatigue, cette terreur, ce découragement. Et puis elle ramène doucement la conversation vers ce qui a déjà été fait. Tu as déjà ouvert le compte, tu as déjà visité 2 appartements, tu as déjà recopié 3 documents en cachette. Regarde le chemin que tu as parcouru en 3 semaines. Et Laetitia, à chaque fois, retrouve un peu de souffle. La coach devient ce pilier qu'elle n'a nulle part ailleurs. Pas Sarah, qu'elle ne peut pas appeler, pas sa famille qui ne sait rien, juste cet espace où quelqu'un sait tout, comprend tout et ne juge rien. Pour les appartements, elle sait bien au fond que beaucoup de ces dossiers ne passeront pas. Pas assez de garantie, des revenus trop justes, un statut trop fragile pour convaincre un propriétaire, elle le sait avant même d'y aller. Mais elle y va quand même. Parce que la coach lui a dit quelque chose qui a changé sa façon de voir ses visites. Tu ne vas pas juste chercher un appartement, tu fais exister ton projet. Tu lui donnes un corps, une réalité en dehors de ta tête. Alors elle visite, elle marche dans des pièces vides, elle imagine où serait le lit de l'enfant, où elle mettrait la table. Et même quand elle sait que ce logement précis ne sera pas le bon, quelque chose en elle se solidifie un peu plus à chaque visite. Son départ devient moins une idée et de plus en plus un lieu, un avenir qui commence à prendre forme, même flou, même incertain. Pour les documents, c'est différent. C'est un cauchemar d'un autre genre. Parce que Marc, depuis longtemps, a repris la main sur presque tout. Les papiers administratifs sont rangés dans son bureau, dans un tiroir qu'il ferme à clé certains soirs, par habitude plus que par méfiance précise. Les comptes, les justificatifs, le livret de famille, tout est centralisé chez lui, comme s'il avait, sans même le formuler clairement, organisé les choses pour qu'elles ne puissent jamais partir facilement. Alors elle fouille, en silence, le cœur battant à un rythme qu'elle n'avait jamais connu, même dans les pires disputes. Elle attend qu'il soit sous la douche, ou parti chercher du pain, ou absorbé par son téléphone pour ouvrir un tiroir, photographier un document avec des mains qui tremblent, le remettre exactement comme il était, au millimètre, en vérifiant 2 fois que rien n'a bougé. Chaque bruit dans la maison la fait sursauter. Chaque pas dans l'escalier lui donne l'impression que son cœur va s'arrêter. Une fois, elle entend la porte d'entrée alors qu'elle a encore le tiroir ouvert. Elle le referme d'un geste sec, se cogne le genou contre le bureau et doit sourire, normalement, comme si rien ne s'était passé. Elle raconte ça à sa coach, la séance suivante, et elle se met à trembler en le disant, comme si son corps revivait la scène. La coach lui propose alors une stratégie plus sûre. La prochaine fois, choisis un moment précis et récurrent. Quand il sort courir le dimanche matin, par exemple. Toujours le même créneau pour réduire le risque, pour que ton corps puisse se préparer au lieu de réagir dans l'urgence à chaque fois. Et cette structure-là, elle l'aide, elle transforme un peu de chaos en méthode. C'est un cauchemar répété, mais qui s'installe, grâce à la coach, dans une routine un peu plus maîtrisée. Et le plus dur, continuer à être elle-même, ou ce qui ressemble à elle, devant lui. Le même sourire au petit déjeuner, les mêmes questions sur sa journée, la même routine du soir devant la télévision, comme si de rien n'était. Elle se découvre une capacité à porter ce masque qu'elle ne savait pas avoir, et ça la terrifie autant que ça la sauve. Parce qu'à chaque sourire forcé, à chaque mensonge fluide qui sort de sa bouche sans trembler, une partie d'elle se demande si elle ne devient pas comme lui. Si mentir aussi bien, aussi facilement, ça dit quelque chose de mauvais sur elle, quelque chose qu'elle ne voudrait pas voir. La coach lui dit alors, tu ne mens pas pour blesser, tu mens pour survivre. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas pour toujours. Cette phrase, elle se la répète, les jours où la culpabilité devient trop lourde à porter, où le masque commence à peser sur son visage,
comme une matière physique. Le soir, une fois l'enfant couché, une fois Marc devant la télévision, elle s'enferme dans la salle de bain. Pas pour se laver, mais pour respirer, pour laisser tomber 2 minutes ce masque qu'elle porte toute la journée. Elle s'assoit sur le rebord de la baignoire, elle ferme les yeux et elle laisse son visage redevenir le sien, juste un instant, avant de devoir le remettre. Et puis elle ressort et elle remet le masque, chaque jour, pendant un mois entier, avec chaque semaine ce rendez-vous qui la maintient debout. Et pendant ce temps, Marc, lui, il sent quelque chose. Pas les détails, pas les visites d'appartements, pas le compte caché, pas les documents qui disparaissent un par un, mais quelque chose de plus diffus, un changement d'atmosphère qu'il n'arrive pas à nommer non plus. Laetitia répond différemment à certaines questions, plus vite, trop bien préparée peut-être. Elle est moins là, pas physiquement mais dans le regard, comme si une partie d'elle était déjà ailleurs. Et lui qui a toujours su lire les gens, qui a construit toute cette relation sur cette capacité à sentir, anticiper, contrôler, il sent qu'il perd quelque chose. Pas encore quoi, mais qu'il perd. Alors, il resserre. D'abord, c'est la surveillance qui s'intensifie. Il commence à vérifier son téléphone plus souvent, pas en lui demandant directement, mais en le prenant par hasard, pendant qu'elle est sous la douche, en regardant l'historique de navigation, en posant des questions sur des appels reçus dont il n'a pas eu le nom. Laetitia doit maintenant tout effacer systématiquement, en plus de tout le reste. Une couche supplémentaire de vigilance ajoutée à toutes les autres. Et puis les questions deviennent plus précises, presque interrogatoires. Tu étais où exactement? Pendant combien de temps? Pourquoi tu mets autant de temps à répondre à mes messages maintenant? Pas d'écrit, pas encore. Quelque chose de plus froid, de plus surveillé, une froideur clinique qui paradoxalement lui fait plus peur que ses anciennes colères. Et puis les remarques voilées commencent à se multiplier. Tu sais, si jamais tu pensais à faire quelque chose de stupide, tu te souviens de qui a tout. L'appartement, les papiers, les comptes, tu ne tiendrais pas 2 mois sans moi. Dit avec un sourire, comme une blague, mais qui ne fait rire personne. Une autre fois, en la regardant fixement pendant le repas, tu sais ce qui arrive aux femmes qui partent sans réfléchir? Elles regrettent toujours, et parfois c'est trop tard pour faire marche arrière. Laetitia sent son sang se glacer, mais elle hoche la tête, continue de manger comme si cette phrase ne venait pas de planter quelque chose de toxique directement dans son ventre. Et un soir, alors que la conversation glisse, comme par hasard, vers l'enfant, Marc dit quelque chose qui transforme la peur de Laetitia en quelque chose d'encore plus profond. Tu sais, si jamais tu envisages de partir avec lui, n'oublie pas que j'ai des preuves. Ce message que tu m'as envoyé un soir, tu te souviens? Celui où tu dis que tu n'en peux plus, que tu n'es pas sûr de pouvoir continuer à t'occuper de lui correctement. Un juge verrait ça d'un drôle d'œil, tu ne crois pas? Laetitia sent son sang se retirer de son visage. Ce message, envoyé dans un moment de détresse absolue, un soir où elle n'avait plus de mots pour exprimer autre chose que son épuisement. Elle ne pensait même plus qu'il l'avait gardé, et le voilà brandi comme une arme des mois plus tard pour la maintenir en place. Elle réalise à cet instant précis que rien de ce qu'elle a dit ou écrit dans ses moments les plus vulnérables n'a jamais été oublié par lui, que tout a été stocké patiemment en prévision de ce moment exact. Marc ne sait pas vraiment, mais il sent. Et un homme comme lui, qui sent qu'il perd le contrôle, il ne va pas rester passif. Les disputes ces derniers jours sont devenues plus tendues, plus fréquentes, pour des prétextes minuscules. Un repas pas assez chaud, un mot mal interprété, une absence de 5 minutes non expliquée. Et dans ces disputes, quelque chose de nouveau apparaît. Une violence dans les mots qui n'était pas là avant, ou qui était mieux cachée.
Des phrases qui visent directement sa capacité à s'en sortir seule. Tu n'as jamais rien réussi sans moi. Sans moi, tu n'es rien, tu le sais bien. Personne d'autre ne te supportera, je suis le seul à t'avoir toujours accepté. Laetitia comprend que ce n'est pas un hasard, c'est lui qui resserre l'étau, instinctivement, parce que quelque chose en lui sait que quelque chose lui échappe. Et plus il sent qu'il perd prise, plus les mots deviennent des armes, plus précises, plus ciblées, choisies pour atteindre exactement les endroits où elle est encore fragile. Un soir, après une dispute particulièrement violente verbalement, il claque la porte de la chambre et reste là, immobile dans le couloir, pendant que, ce qui lui semble une éternité, Laetitia, de l'autre côté de la porte fermée, retient sa respiration, sans savoir ce qui va se passer ensuite. Et quand il finit par s'éloigner, sans rien dire de plus, elle reste assise sur le lit, tremblante, comprenant que cette tension dans la maison ne va pas redescendre, qu'elle va, au contraire, continuer à monter. Et elle sait, avec une certitude vertigineuse, qu'il faut faire vite maintenant, très vite, et pas seulement pour elle. 1 mois, 30 jours à vivre dans cette tension permanente, 30 jours de visites secrètes, de documents cachés, de mensonges fluides, de sourires qui coûtent de plus en plus cher. Et aujourd'hui, tout est prêt. L'appartement est trouvé, le compte est ouvert, les papiers sont en sécurité, loin de l'appartement. La date est fixée dans sa tête, pas encore annoncée à voix haute, même pas à la coach, juste connue d'elle. Laetitia est assise dans le salon ce soir. Marc regarde la télévision à côté d'elle. L'enfant dort dans sa chambre à côté. Tout semble normal, tout semble comme avant. Mais rien n'est comme avant. Elle attend, pas par peur, enfin pas seulement. Elle attend le bon moment, celui qui minimise les risques, celui où Marc ne se doutera de rien jusqu'à ce que ce soit fait. Et en elle, cette tension permanente entre l'urgence de partir et la nécessité d'attendre encore un peu, entre la terreur de rester et la terreur de se précipiter. Elle ne sait pas encore exactement quand, mais elle sait que c'est pour bientôt. C'est ici qu'on se quitte pour cet épisode et pour cette saison. Si toi aussi, en écoutant cet épisode, tu t'es reconnu dans une partie de ce que vit Laetitia, je veux te dire quelque chose. Tu n'as pas à porter cette préparation seule. Ce que la coach apporte à Laetitia dans cet épisode, ce cadre, ces étapes une par une, ce pilier qui ne lâche pas quand tout semble trop lourd, c'est exactement le travail que je fais, chaque jour avec les personnes que j'accompagne. Pas pour décider à ta place, pour t'aider à avancer étape par étape, sans t'effondrer sous le poids de tout ce qu'il y a à faire. Ne reste pas seul avec tes doutes, ne reste pas seul avec tes peurs. Elles sont réelles, elles sont légitimes et elles méritent d'être entendues par quelqu'un qui comprend ce que tu traverses. Et surtout, n'attends pas que ce soit pire pour commencer à préparer. Laetitia n'a pas attendu un énorme drame pour agir. Elle a agi parce qu'elle a vu, parce qu'elle a senti, parce qu'une certitude s'est installée en elle. Tu n'as pas besoin d'avoir touché le fond pour avoir le droit de te préparer, de te protéger, d'avancer vers autre chose. Et je veux insister sur un point particulièrement important aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé récemment autour de l'affaire de Liana. Si tu observes, comme Laetitia, des petites choses chez ton enfant qui t'inquiètent, un silence trop long, un comportement qui change, une phrase qui sort de nulle part, ne les mets pas de côté. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les certitudes pour agir. Un enfant qui montre, même maladroitement, que quelque chose ne va pas, ça doit être pris au sérieux, toujours. Le guide gratuit pour ne plus subir que je te mets en description a tout un chapitre sur ce sujet précis. Comment reconnaître les signaux chez un enfant?
et vers qui se tourner. Le 119 est disponible 24 heures sur 24, gratuit et anonyme. On se retrouve à la rentrée en septembre pour savoir ce qu'il advient de Laetitia. Je prends une pause de quelques semaines, le temps de l'été, pour finaliser un projet qui me tient particulièrement à cœur, le programme Je reprends mon pouvoir. Pour celles qui sont prêtes à aller plus loin que la reconstruction, pour reprendre vraiment leur pouvoir dans leur vie, dans leurs choix, dans leur discernement. D'ici là, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube autour de ces sujets que je t'invite à regarder pour pouvoir t'aider. Et surtout, je reste disponible à tout moment pour que tu m'envoies un message. Je te répondrai. J'en profite pour dire ici de bien vérifier tes spams, car ils tombent souvent dedans les premières fois. Prends bien soin de toi, prends soin de ce que tu ressens et observes, même quand tu n'es pas encore sûr.